Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Au programme de cette édition, revenons sur le conflit en Ukraine, dont l'issue est toujours aussi lointaine. Après de nouvelles discussions entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, les négociations n'avancent pas, l'hécatombe humaine se poursuit et la faillite européenne aussi. Les États-Unis à feu et à sang, alors que Donald Trump entend fermement en finir avec l'immigration clandestine. Un deuxième manifestant a été abattu par la police à Minneapolis. Une situation explosive. Et puis à Paris, l'Assemblée nationale examine ce lundi un texte de loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Entre apparente fermeté et volonté de contrôle, le macronisme n'est pas mort puisqu'il bouge encore. Toujours plus de pourparlers, toujours moins de paix. Après de nouvelles discussions entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, la situation est toujours la même et les négociations ne progressent pas. Le point tout de suite. Le bourbier ukrainien continue de s'enliser. Après 2 jours de négociations tripartites à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, aucune paix à l'horizon. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a d'ailleurs estimé, je cite, qu'il serait erroné de compter sur des résultats significatifs. Des propos qui laissent donc entendre que Moscou est bien perplexe face à ces négociations et leurs méthodes. A l'inverse, il faut encore souligner les déclarations d'intention habituelles à l'issue des rencontres entre les Américains, les Russes et les Ukrainiens. Kiev se plaît ainsi à préciser que la copie est prête, qu'il ne reste qu'à Moscou la signature pour mettre un terme au conflit. Problème, la dite copie comporte toujours les mêmes exigences que Vladimir Poutine n'acceptera jamais. En premier lieu, les questions territoriales qui ne sont absolument pas entendues. En effet, Volodymyr Zelensky soutient in fine que bientôt 4 ans de combat plus tard et un avantage militaire pour la Russie pourraient toutefois pousser Moscou à accepter de n'obtenir aucun territoire, à commencer par le Donbass, qui était pourtant bombardé par Kiev depuis 2014. Une position ni réaliste ni sérieuse que partage néanmoins le clan des volontaires Merz, Starmer et Macron, bientôt doublure officielle de Tom Cruise. De son côté, lors de son passage à Davos, Zelensky a servi ses discours habituels entre déconnexion du réel et flagornerie à l'égard de Trump. Nous voulons mettre fin à cette guerre. Et c'est pourquoi je pense que le président Trump peut y parvenir. Il en est vraiment capable, car il dialogue avec Poutine. Ce n'est pas tout le monde qui dialogue avec lui. Un simple dialogue. Il dialogue avec Poutine sur un pied d'égalité. Je pense que les États-Unis sont beaucoup plus forts que la Russie, et vous pouvez voir le résultat de cette guerre. C'est pourquoi je pense que l'armée américaine est plus forte que l'armée russe. Une étonnante comparaison de l'armée américaine et de l'armée russe, comme si les deux avaient vocation à s'affronter à l'avenir. Preuve que l'heure n'est pas aux négociations sérieuses, les combats sur le front se poursuivent. La Russie mène quelques offensives dans l'oblast de Kharkiv, mais poursuit surtout ses frappes sur les infrastructures énergétiques d'une Ukraine frappée par un froid hivernal particulièrement acéré. Rien qu'à Kiev, plus d'1 million de consommateurs seront privés d'électricité d'ici ce soir. Un nombre important d'immeubles sont privés de chauffage. Plus de 4000 immeubles d'habitation. Tous les efforts doivent être déployés pour remédier à cette situation. J'ai parlé avec notre délégation, Boudanov et Arakamia sont sur place, qui travaillent activement avec les Américains et les représentants européens en vue d'éventuelles réunions et de programmes de soutien. Nous avons besoin quotidiennement de missiles de défense aérienne, d'armement, de matériel de récupération et de réserve. Volodymyr Zelensky réclame en effet quelques 30 milliards supplémentaires à l'Union européenne pour continuer la guerre. En effet, le dirigeant ukrainien veut avant tout davantage d'armes et de munitions et non un soutien pour maintenir les infrastructures énergétiques frappées par la Russie. Dans ce cadre d'ailleurs, il faut se souvenir que c'est ce secteur qui a été frappé de plein fouet par la corruption révélée par le NABU et le SAPO, les organismes anticorruption ukrainiens. Ainsi, pendant que des proches de Zelensky s'enrichissaient personnellement sur des opérations qui concernaient le secteur énergétique, rien n'a été fait pour le rendre plus résilient et protéger la population des coupures. Ces détournements de fonds massifs, puisque l'on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, n'ont toutefois pas l'air de faire virer l'Union européenne de son sillage. En effet, selon le magazine Politico, un plan de reconstruction pouvant mobiliser jusqu'à 800 milliards d'ici 2040 serait dans les tablettes de Bruxelles et de Washington. Les répartitions devraient être assez claires. L'UE mettra les mises de départ, en partie par le biais d'une adhésion de l'Ukraine dans la communauté
communauté poussée par Trump et les firmes américaines, à commencer par BlackRock, tireront les bénéfices. Un mécanisme bien huilé pour détruire les pays de l'Union européenne, à l'image de la validation ce lundi de l'interdiction d'importer du gaz russe d'ici la fin de l'année prochaine, malgré le refus de la Hongrie. Aux États-Unis, la lutte contre l'immigration sous haute tension. Pour la deuxième fois depuis le début de l'année, un opposant à la police de l'immigration a été abattu dans des heurts chaotiques à Minneapolis. Malgré son efficacité, la politique migratoire de Donald Trump semble attiser les tensions internes de la société américaine. Explication de Nicolas de Lamberterie. Minneapolis, la ville la plus peuplée du Minnesota, est devenue l'épicentre symbolique des tensions ethniques et politiques des États-Unis. 6 ans après la mort de l'Afro-Américain George Floyd dans cette même ville, 2 militants pro-immigration ont été tués en janvier 2026 à Minneapolis. René Good le 7 janvier et Alex Pretty le 24 janvier. À chaque fois, ces 2 militants tentaient de s'opposer sur la voie publique aux agents de l'ICE, qui eux s'efforcent depuis le début du nouveau mandat de Donald Trump d'identifier et d'expulser les personnes en situation irrégulière sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Une politique qui s'est avérée très efficace puisqu'elle a conduit à l'expulsion ou au départ de plus de 2,5 millions de personnes en une seule année. L'ICE a été créé en 2003 et en fait c'est un des bras armés de la sécurité intérieure qui a été créé suite au 11 septembre 2001. L'ICE compte 22 000 personnes environ pour un budget d'environ 8 à 9 milliards de dollars par an et le gouvernement fédéral prévoit de recruter 14 000 personnes supplémentaires pour compléter les rangs de l'ICE, ce qui montre que c'est vraiment un enjeu national très important. Alors l'ICE, elle a mené plus de quand même 605 000 expulsions entre janvier et décembre 2025 et presque 2 millions d'immigrés sont partis volontairement par eux-mêmes face aux pressions et aux menaces. Alors pourquoi on entend parler de l'ICE maintenant ? C'est vrai qu'elle est au cœur de fortes polémiques médiatiques, à savoir les conditions de détention des migrants, la séparation des familles, l'arrestation dans des écoles, dans des églises, des hôpitaux, des arrestations agressives, sans mandat, même qui peuvent être possibles sur de possibles soupçons sans même condamnation. Et c'est vrai qu'ils jouissent d'une latitude face aux arrestations, c'est-à-dire que la Cour suprême leur laisse quand même une grande liberté de mouvement quant à leur liberté d'action. Et ils peuvent opérer sans l'aide de la police. Concrètement, les arrestations de l'ICE, comment ça se passe ? Donc, sachant que ce sont des immigrés illégaux qui sont rentrés illégalement sur le territoire des États-Unis, il est difficile de pouvoir les appréhender, de savoir où ils se trouvent. Alors, l'ICE, d'abord, elle ne patrouille pas par hasard dans la rue. Elle va travailler à partir de fichiers judiciaires, elle va essayer de croiser des données entre les prisons, les tribunaux, certains services sociaux, parfois aussi en collaboration avec des polices locales, et donc à base aussi de bases de données fédérales en fait. Des personnes illégales sont envoyées directement en centre de détention, pas dans des prisons fédérales où ça ressort du pénal, mais dans des centres de détention et en fait, pour que ce soit très efficace, au contraire de la France, où ce sont des procédures qui peuvent être parfois lentes, où la personne peut faire appel, eh bien là-bas, aux États-Unis, les autorités politiques ont fait le choix d'accélérer les procédures. Et donc, les procédures sont volontairement accélérées, justement pour favoriser une expulsion très rapidement. Et sans surprise, cette politique d'expulsion massive d'immigrés illégaux aux États-Unis se heurte à l'opposition d'une partie de l'opinion publique, généralement plutôt de gauche, et favorable aux démocrates. Elle est même en train de réveiller des tendances radicales ou séparatistes, ayant notamment contribué à voir renaître des groupes afro-américains radicaux comme les Black Panthers. Selon David Techer, auteur du livre « Vers les États désunis », la politique migratoire stricte de Donald Trump cristallise le pays autour de ses tensions et contradictions internes. Alors la mobilisation anti-ICE commence en 2025, notamment à Chicago et dans d'autres villes, Portland aussi, qui va amener Trump à mobiliser la garde nationale pour maintenir l'ordre dans certaines villes du pays. En fait, ça montre une crise politique aux États-Unis, vraiment un clivage entre pro et anti-immigration aux États-Unis.
En fait, les récentes agressions et meurtres de la part d'immigrés aux États-Unis crispent les tensions entre communautés. Et déjà, des milices, y compris de gauche et des séparatistes noirs comme les Neo-Black Panthers ou encore les Black Lives Matter, s'arment et réclament un ethno-state sur le modèle du Libéria en Afrique, donné aux esclaves en 1822, mais cette fois ils en réclament un aux États-Unis. Et puis vous avez un autre outil que celui-là on ne parle pas dans les médias et qui est non moins intéressant, qui est même primordial, c'est le Southern Poverty Law Center. C'est une association américaine, un véritable observatoire des mouvements politiques radicaux, répertoriant par État les hate groups ou groupes de haine d'idéologie suprémaciste ou séparatiste aux États-Unis. Alors ça peut être des groupes de haine nationalistes, des néo-confédérés, des milices, des groupes anti-gouvernementaux et bien d'autres. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul État aux États-Unis sans hate groups. On en dénombre des centaines et en 2024, le Southern Poverty Law Center dénombrait 52 milices aux États-Unis. Le nombre de milices aux États-Unis, tantôt il augmente, tantôt il diminue chaque année. En conclusion, ces scandales autour de l'ICE montrent de véritables lignes de fracture dans la société américaine du melting pot que l'on peut traduire territorialement. Il faut voir un pic de tension qui va ajouter de l'huile sur le feu à ces divisions ethniques et politiques aux États-Unis. En tout état de cause, le gouvernement américain soutient fermement sa police, y compris lorsque les éléments semblent laisser entendre que les forces de l'ordre ont possiblement réagi avec excès face aux manifestants qui s'opposaient physiquement aux actions de l'ICE. Et alors que Donald Trump fait face à des sondages pas toujours évidents à 1 an des élections de mi-mandat, notamment en raison du niveau de vie déclinant des Américains, il est vraisemblable qu'il va poursuivre sa politique migratoire cristallisante, notamment pour compenser sa politique extérieure qui a déçu une partie de la base électorale MAGA. Plus que jamais, face à leur inévitable déclin et leur tentative de trouver leur place dans un monde où la puissance asiatique s'affirme, les États-Unis vont connaître des tensions internes périlleuses pour eux-mêmes et pour le reste du monde. Se servir de la protection des plus jeunes pour contrôler les réseaux sociaux, c'est l'astuce macroniste pour tenter de réguler les plateformes. Une bataille qui se joue à plusieurs niveaux. Explication d'Olivier Frère-Jacques. On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et on va interdire les portables dans nos lycées. Je crois que c'est une règle claire pour nos adolescents, claire pour les familles, claire pour les enseignants. Et on avance. Un soutien présidentiel et un soutien peut-être un peu encombrant pour les députés Renaissance. L'Assemblée nationale examine ce lundi une proposition de loi portée par le député Laure Miller visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans et à étendre le bannissement des téléphones portables au lycée. Ce texte, réécrit après les réserves du Conseil d'État pour s'aligner sur le droit européen, met en branle l'exécutif. Gabriel Attal, ancien Premier ministre devenu patron des députés Renaissance, s'est positionné en fer de lance de ce texte, annonçant une entrée en vigueur dès le 1er septembre 2026 si le Parlement l'adopte. Se joue ici une petite guéguerre avec le président Macron, avec qui les relations sont un peu fraîches depuis la dissolution, ce qui n'empêche pas le président justement de faire de cette proposition de loi, émanation du Parlement contrairement au projet gouvernemental, de s'intégrer au dispositif de communication. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. J'ai demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée pour que ça puisse aller le plus vite possible, que ça puisse passer au Sénat. Parce que ce que je veux faire, l'engagement que j'ai pris d'ailleurs dans un de mes débats en province avec la presse quotidienne régionale, c'est que ça soit applicable à la rentrée prochaine. Un texte applicable à la rentrée 2026 avec toujours dans la bouche du président et de son ancien Premier ministre l'idée de parler des plus jeunes en s'appropriant ceci. Je vois que pour ce qui est de nos ados, de nos plus jeunes ados, l'impact des écrans, des réseaux sociaux où on scrolle pendant des heures. Nos jeunes, nos adolescents, Gabriel Attal comme Emmanuel Macron n'ont pas d'enfants, mais entendent dire à ceux qui en ont comment les éduquer. Si l'aspect néfaste des réseaux sociaux est indéniable, le président Macron a d'ailleurs en partie été élu grâce à une bonne gestion de cet outil de communication. Le problème soulevé ici est celui de la menace de l'ouverture à un système de contrôle généralisé
que les explications brouillonnes de l'ancien ministre ne viennent pas effacer. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux par principe. Je sais que les réseaux sociaux, ça permet de découvrir des choses, ça permet d'apprendre des choses, ça permet de rencontrer des gens. Simplement, je constate. Je vois que pour ce qui est de nos ados, de nos plus jeunes ados, l'impact des écrans, des réseaux sociaux où on scrolle pendant des heures, pousse parfois à la radicalisation, ça a un impact sur la santé mentale de nos jeunes. Et la deuxième chose que je vois, c'est que c'est aussi un nouveau terrain pour un certain nombre de puissances qui, à travers des plateformes de réseaux sociaux, quelque part veulent coloniser les cerveaux. Parce que ce qu'on voit, quoi, aux Chinois avec TikTok, par exemple ? Je pense à toutes ces plateformes. Qui sera le tiers de confiance ? Quand sera-t-il contraint de donner des informations confidentielles ? En cas de menace terroriste, menace qui peut être tout à fait subjective, les informations pourront-elles être délivrées ? Pourra-t-on contraindre à donner des informations pour la fameuse haine en ligne qui consiste bien souvent à seulement donner l'identité des criminels ou de diffuser leurs photos ? Derrière la régulation des réseaux sociaux pour les plus jeunes, pour ne pas entraver leur développement, se jouent d'autres batailles, celles contre les fameuses ingérences, ou plutôt les mauvaises ingérences, celles qui ne viennent pas de la gauche américaine, ainsi qu'une petite bataille de coqs. Depuis le dépôt de la proposition en novembre 2025, issue d'une commission d'enquête sur TikTok, les entourages d'Attal et de Macron se disputent la paternité de l'initiative. Le chef de l'État, qui défend la régulation des réseaux depuis son appel de Paris de 2018 sans jamais y parvenir, ne voudrait pas se faire voler la vedette. Le texte des députés macronistes a par ailleurs été largement amendé pour éviter un fiasco similaire à la loi de 2023, censurée pour incompatibilité avec le DSA européen. Un comble pour le parti le plus européiste de l'Assemblée. Premier dénouement de cette opération macroniste dans la nuit de lundi à mardi avec le premier vote à l'Assemblée nationale. Et partons à présent en compagnie de Renaud de Bourleuf pour l'actualité en bref en France. Des LBD contre les gilets jaunes, mais pas pour les clandestins. Le défenseur des droits Claire Hédon dénonce l'utilisation par les forces de l'ordre françaises d'armes intermédiaires pour empêcher les départs de clandestins vers l'Angleterre. Basée sur une quarantaine de réclamations, principalement de l'organisation d'extrême gauche Utopia 56, l'enquête révèle des tirs de LBD, grenades lacrymogènes et de désencerclement contre des groupes. Ces pratiques, menées de nuit sur des plages du Nord, contreviendraient au principe de nécessité et proportionnalité. Claire Hédon invoque l'absence de transparence, caméras piétons éteintes, fiches d'usage non remplies et manque de doctrine claire. Elle recommande d'exclure ces armes pour bloquer les embarcations et instaurer une traçabilité systématique. En 2025, près de 42 000 traversées ont eu lieu selon les associations. Pour rappel, pendant la crise des Gilets jaunes, plus de 300 personnes ont été lourdement blessées par les forces de l'ordre et notamment les tirs de LBD. Aucun chiffre de victimes parmi les clandestins n'a été publié par les associations immigrationnistes. Seconde instance pour le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Ce lundi, à la Cour d'appel de Paris, 4 personnes comparaissent après avoir été condamnées en 2024 pour leur participation au meurtre du professeur d'histoire décapité par un terroriste tchétchène. Naïm Bouadoud et Azim Epsirkanov, 2 amis de l'assassin Abdullah Kansorov, ont été condamnés à 16 ans de prison pour complicité d'assassinat. Brahim Shnina, père de la collégienne ayant diffamé Samuel Paty, et le prédicateur islamiste Abdelrahim Sefrioui ont quant à eux écopé respectivement de 13 et 15 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. 4 autres personnes condamnées n'ont pas fait appel. Le verdict sera rendu le 27 février. Notons que le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme au moment des faits, et l'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti doivent être entendus comme témoins concernant les défaillances qui ont conduit à l'assassinat. Autre procès, celui de la drogue et des abus sexuels dans la sphère politique. Lundi et mardi, l'ancien sénateur Horizon de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, comparé devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est accusé d'avoir drogué la députée MoDem de Loire-Atlantique, Sandrine Josso, chez lui, en vue de commettre une agression sexuelle ou un viol. Il est aussi accusé de détention illicite de stupéfiants. Le lendemain de l'agression présumée, des perquisitions ont trouvé de la MDMA, un produit apparenté à l'ecstasy, au domicile du sénateur Joël Guerriau. Celui-ci a affirmé que le sachet lui a été remis par un collègue du Sénat. Victoire d'un ministre dans une législative partielle. Dimanche, dans la première circonscription du Loiret, Stéphanie Rist, ministre de la Santé, a remporté le second tour avec 62% face à la candidate Rassemblement National Tiffany Rabault. En revanche, l'UDR est en bonne position dans la législative partielle de la 3e circonscription de Haute-Savoie. Lors du premier tour dimanche, le candidat UDR Antoine Valentin est arrivé largement en tête avec 45% des voix face au LR Christophe Fournier, crédité de 15%. Le second tour aura lieu dimanche 1er février. Et on poursuit avec le reste de l'actualité internationale.
Nouvelle circonstance aggravante pour les propriétaires du bar de Crans-Montana. Selon un avocat des familles de victimes, le Constellation aurait connu un sinistre dans des conditions similaires au drame du dernier réveillon en 2024. En effet, les récentes révélations affirment qu'un départ de feu à cause des bougies étincelantes trop proches du plafond avait déjà eu lieu. Pour l'heure, ces dires ne sont pas encore confirmés par l'enquête, mais s'ils étaient avérés, ce serait une preuve que les propriétaires du bar, Jessica et Jacques Moretti, remis en liberté vendredi dernier avec une caution de 215 000 € versée par un proche, connaissaient les risques des installations. Dans ce cadre, non seulement il leur sera reproché de ne pas avoir fait les travaux pour retirer les mousses très inflammables des plafonds et continuer d'utiliser les feux de Bengale, mais aussi pour avoir négligé les aspects de la sécurité incendie. De quoi alourdir à nouveau le poids de la culpabilité des gérants, ce qui permet une nouvelle fois de passer sous silence l'incompétence, voire pire, des autorités du canton du Valais qui ont failli à tous les devoirs de contrôle, des manquements qui pourraient aussi révéler au gré de l'enquête des faits de corruption. Une manifestation au Brésil qui tourne mal sans répression policière. Dimanche à Brasilia, la foudre s'est abattue sur des sympathisants de Jair Bolsonaro qui manifestaient pour une demande d'amnistie de l'ancien chef d'État. Rappelons que Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, a obtenu un transfert dans un centre où les conditions de détention sont plus favorables, une cellule de 65 mètres carrés, plus de temps pour recevoir des visites et des équipements pour faire de l'exercice. Un aménagement dû à ses graves problèmes de santé. Mais ses partisans réclament sa libération. Ils étaient plusieurs milliers sous la pluie lorsque la foudre s'est abattue, blessant environ 90 personnes. 11 ont reçu des soins médicaux majeurs. Légère détente à l'horizon, Israël a annoncé ce lundi une réouverture limitée du poste frontière de Rafah reliant la bande de Gaza à l'Égypte, sans préciser de date. Cette mesure, réservée aux piétons et soumise à un contrôle israélien strict, s'inscrit dans le plan en 20 points du président Trump en vigueur depuis le cessez-le-feu du 10 octobre 2025. Le bureau de Benjamin Netanyahou affirme cependant conditionner l'ouverture à la fin d'une opération pour récupérer le corps du dernier otage détenu par le Hamas. Malgré les demandes de l'ONU pour l'aide humanitaire, Israël avait refusé jusqu'ici, invoquant la non-restitution de la dépouille et la coordination avec l'Égypte. Des émissaires américains, dont Jared Kushner, auraient pressé pour cette avancée. La deuxième phase du plan prévoit le désarmement du Hamas, un retrait israélien progressif et la mise en place d'une force internationale. Des accusations mutuelles de violation de cessez-le-feu persistent entre la Palestine et Israël. Les ordres de Washington aux politiques vénézuéliens, ça suffit. C'est ce qu'a déclaré Delcy Rodriguez, présidente par intérim du Venezuela depuis la capture de Nicolás Maduro le 5 janvier 2026 par les États-Unis. Celle qui est à la tête de l'État vénézuélien revendique de pouvoir résoudre les conflits internes sans puissance étrangère. Malgré des concessions initiales, parmi lesquelles des accords pétroliers avec les États-Unis, la réforme des hydrocarbures, la libération de prisonniers et le dialogue avec l'opposition, la présidente se dit sous pression de Donald Trump qui veut dicter les décisions vénézuéliennes. La Maison-Blanche l'a invité aux États-Unis après un appel élogieux de Donald Trump, mais les tensions remontent, tandis que le départ de Maduro n'a aucunement entraîné de changement de régime politique dans le pays. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez un nouveau numéro de Politique et Éco. Pierre Bergerot reçoit l'analyste financier Sylvain Tiget pour évoquer les tensions économiques entre l'Union européenne et Donald Trump. Emmanuel Macron aime rappeler qu'il compte sur l'indépendance de la France, sur la souveraineté des États. Est-ce que, Sylvain Tiget, vous pouvez nous rappeler si la France est indépendante vis-à-vis des États-Unis ? Vous le savez très bien, mon cher Pierre, la France n'est bien évidemment pas indépendante vis-à-vis des États-Unis. Si vous voulez, ça c'est la vision gaulliste de la France. Elle n'est plus, d'accord ? La France aujourd'hui fait partie de l'OTAN, discute avec tous les autres pays. Et puis, la France ne fonctionne pas comme un franc-tireur, d'accord ? Elle ne fonctionne pas comme quelqu'un qui s'inscrit hors d'un système et d'une gouvernance établie par les États-Unis, comme ça pourrait être le cas pour d'autres pays. D'accord ? La France n'est pas la Corée du Nord. Donc, bien que les mesures liberticides qu'on a connues depuis 2020 peuvent laisser planer quelques doutes. Aujourd'hui, c'est totalement faux. C'est une déclaration de communication de notre cher président sortant. Et comme d'habitude, si vous voulez, ce sont des choses qui sont absolument fallacieuses et il faut savoir lire entre les lignes. Demain dès 7h, pour le Zoom du jour, retrouvez le philosophe Jacques Lucchesi. Il s'attaque au néo-féminisme qu'il dénonce comme un puritanisme made in USA.
On a affaire à un féminisme qui vient en droite ligne des États-Unis. C'est un féminisme qui va à l'encontre du féminisme universaliste qui a d'abord été porté par Simone de Beauvoir, puis ensuite par des philosophes comme Elisabeth Badinter, donc un féminisme intégrateur, un féminisme émancipateur, un féminisme mettant d'abord l'accent sur la citoyenneté des femmes au sein de la société. Là, c'est un féminisme différentialiste ou essentialiste, un féminisme qui cherche à se différencier du genre masculin le plus possible et qui, à ce titre-là, a tendance à réclamer des droits. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.